Merci beaucoup. Surtout, je voudrais remercier pour l'invitation qui donne l'occasion de présenter certaines réflexions dans ce milieu très importante, le Collège de France. Je suis très content d'avoir telle possibilité de présenter, surtout dans le contexte actuel qui soulève beaucoup de questions concernant la situation en Europe centrale et l'Europe de l'Est. Qu'est-ce que ça arrivait? Vraiment, qu'est-ce que ça arrivait avec ce nouveau pays membre qui, comme nous savons, à partir de au moins de quelques ans, soulève beaucoup de problèmes et même évoque la question: est-ce que ce pays partage le système de valeurs communes de l'Union européenne, de l'espace européen? Est-ce que ce pays comprenne finalement la valeur de la solidarité, la valeur de la solidarité? Il y a plus en plus hésitation en ce qui concerne la réponse à cette question, hésitation indiquant que peut-être dans ce pays il n'y a pas de compréhension ces valeurs, il n'y a pas de sensibilité nécessaire pour partager certaines obligations, certains devoirs qui découlent de concepts de solidarité européen. Donc, d'abord, je voudrais présenter certaines explications de la situation existante dans cette partie de l'Europe, surtout en Pologne. Après ça, certaines réflexions plus générales concernant peut-être des indications de certaines méthodes de sortir de cette situation qui nous confrontons actuellement et qui nous encourage de discuter aujourd'hui ce problème. Le sens de la solidarité varie en fonction du contexte, reste quand même fondé sur un élément commun présent dans toutes les descriptions, à savoir l'ouverture vers les besoins des autres, sans égard de la nature de ceux-ci, et une prédilection spécifique à faire quelque chose pour autrui qui est dans le besoin. Cette remarque concerne aussi bien le sens de la définition qui se réfère à la solidarité des valeurs dans un double sens. Premièrement, parce que la solidarité était inscrite dans le catalogue des valeurs communes, que nous avons rappelé aujourd'hui plusieurs fois, fondatrice de l'Union, et deuxièmement, parce que cette solidarité des valeurs impose directement l'obligation de défendre celles-ci solidairement à chaque fois qu'elles sont menacées. Cette politique générale de solidarité doit se transformer en des politiques spécifiques sectorielles concernant divers domaines, tels que par exemple la cohésion sociale, l'environnement, la citoyenneté européenne, la politique monétaire, la fiscalité, les réfugiés, etc. La solidarité politique institutionnelle exige des cadres juridiques adéquats, un contexte organisationnel. C'est souligné plusieurs fois par Jürgen Habermas. Le besoin de véritable discussion sur la solidarité découle clairement de la crise des valeurs, de celle-ci en Europe. Sans comprendre la nature de cette solidarité qui apparaît avoir un caractère transversal, en touchant tous les domaines de l'intégration européenne et sans mesurer ses conséquences, nous resterons impuissantes et incapables de répondre
aux défis soulevés par la complexité de cette nouvelle situation en Europe. L'intégration européenne n'est pas possible sans la solidarité. Ce sont les raisons pour lesquelles le sujet de la solidarité mérite une discussion large et approfondie. Dans ma présentation, je souhaiterais concentrer tout d'abord sur la question de l'Europe centrale. Dans une seconde partie, j'aimerais soulever la question plus générale qui semble-t-il commune à toute l'Europe en essayant d'identifier les défis les plus importants auxquels nous devrions répondre pour préserver notre solidarité et nos valeurs. Est-ce que les attitudes des Polonais qui expriment souvent aujourd'hui leur réticence ou même leur hostilité à l'égard des étrangers ou des réfugiés qui manifestent un très faible degré d'engagement dans le processus de construction de la société civile et dans le débat crucial sur l'avenir de l'intégration européenne, démontre l'hypothèse selon laquelle les Polonais aujourd'hui sont complètement différents des Polonais du temps de mouvement solidarité. Lorsque la marche vers la liberté, l'enfondrement du système totalitaire a débuté. Cette question doit être posée d'autant plus si on prend en compte le fait que le mouvement Solidarność a constitué un phénomène exceptionnel dans le monde par son ethos, lequel se manifestait par création de liens de solidarité entre des groupes sociaux tout à fait différents. Des liens fondés sur les valeurs de coopération amicale, de sentiment d'empathie, d'attachement à la vocation commune du combat contre le système oppressif. Dans la période postérieure, et en particulier au cours du processus de transformation politique et économique du système post-communiste, le degré de cohésion sociale n'en a pas atteint au niveau aussi fort qu'au moment de fonctionnement de la première solidarité. On dit parfois au temps de festival de la solidarité. Cette hypothèse peut être expliquée par le fait que le mouvement Solidarność est exceptionnel en raison de circonstances uniques, de temps et de lieux. Il était une sorte d'éphémérite, irrépétible dans un contexte différent. On peut aussi dire que les Polonais ont épuisé leur force et leur enthousiasme dans ce combat essentiel contre le totalitarisme en prouvant leur capacité à rester unis et solidaires dans un environnement négatif, tandis que le temps de transformation et de la création des sociétés démocratiques modernes exigeait plutôt une attitude fondée sur solidarité positive, par les liens sociaux créés en faveur d'une nouvelle construction de la réalité. Certes, toutes ces généralisations dans une matière si délicate concernant les attitudes manifestées par une société sont un peu risquées et menacées par des jugements trop simplifiés. En disant les Polonais, nous ne pouvons oublier le fait que la société polonaise est très diversifiée et qu'elle manifeste des attitudes très différentes à l'égard de nombreux problèmes cruciaux, tels qu'entre autres la solidarité, la question des réfugiés, l'intégration européenne ou le degré d'attachement aux valeurs communes européennes, surtout aux valeurs de la démocratie et de l'état de droit. La société polonaise aujourd'hui profondément partagée, probablement, paradoxalement, plus qu'à l'époque du communisme. Ces divisions sont, dans une grande mesure, le résultat probablement difficile à éviter. Des traumas vécus par beaucoup de Polonais pendant une période de transformation de la société où toutes les anciennes structures sociales et politiques ont été brisées et rejetées. Pour certains, les exigences de l'adaptation au nouveau mode de fonctionnement, aux règles parfois brutales du marché, au besoin de décider d'une façon complètement autonome sur leur propre sort, ont représenté un défi insupportable, provoquant un sentiment de frustration et de déception profonde. Ces attitudes se transforment aujourd'hui en des formes de contestation, parfois irrationnelles, contre les changements qui ont été apportés par la nouvelle époque,
après 1989. En revanche, l'autre partie de la société qui se compose de bénéficiaires véritables de processus de transformation, mais aussi de ceux qui ont activement participé au processus de construction de la nouvelle réalité, témoigne d'attitudes qui restent en opposition extrême au premier groupe en ce qui concerne l'Europe, la solidarité, les réfugiés et l'existence de l'État de droit. Cependant, en dépassant le contexte purement polonais, en extrapolant ces observations à d'autres pays de l'Europe centrale, nous pouvons identifier beaucoup de caractéristiques communes qui sont une nature plus générale à l'Europe centrale. Cette perspective nous permet de mieux comprendre le phénomène existant, plus ou moins visible dans plusieurs pays de cette partie de l'Europe, qui manifeste une tendance vers une société fermée, refusant les étrangers, trop peu engagés dans la participation à la vie publique et à l'idée de l'intégration européenne. Il faut mentionner quelques raisons essentielles pour expliquer les attitudes des sociétés de l'Europe centrale en faisant nécessairement la réserve que l'évaluation présentée ci-dessous est stigmatisée par le risque de généralisation ne concerne qu'une partie de la société. Premièrement, le communisme n'a jamais favorisé l'idée d'une open society, laquelle suppose l'activité des citoyens responsables, participant à la vie publique aussi bien au niveau central que local. En effet, les systèmes totalitaires préfèrent des citoyens passifs qui limitent leurs activités à la sphère purement personnelle et qui, étant privés de la possibilité d'influencer le fonctionnement du pouvoir public, ne sont intéressés par rien qui dépasserait leurs intérêts directs et privés. Pour déraciner les fruits empoisonnés de l'époque précédente, revêtant la forme d'attitude opportuniste et conformisme, il faudra probablement plus qu'une génération. L'homo soviéticus est bien ancré dans la conscience des personnes ayant vécu cette époque du communisme avec comme bagage les expériences d'un État totalitaire. Deuxièmement, nous devons mentionner les mythes répandus parmi les sociétés de l'Europe centrale et de l'Est, rester toujours dans une position de victime à l'égard des sociétés occidentales, riches et privilégiées. Les véritables bénéficiaires de l'accord Yalta 1945 qui a séparé l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est et a condamné cette dernière à rester sous la domination soviétique. Une victime, par nature, ne tend pas à développer sa solidarité à l'égard d'autrui. En revanche, elle attend un geste de solidarité de la part des autres afin de compenser le préjudice subi. Troisièmement, l'Union européenne est perçue par le peuple de l'Europe centrale comme une organisation qui entre trop profondément dans la sphère des prérogatives de l'État, en privant celui-ci des compétences qui doivent normalement être exercées par les institutions étatiques, telles que Parlement national, gouvernement. En conséquence, conformément à cette narration, l'Union menacerait la souveraineté récemment acquise par l'effort de toute une nation. Pour les États qui ont recouvré leur souveraineté après presque 50 ans de domination soviétique, la question de souveraineté, la question de l'autodétermination devient cruciale et influence les attitudes à l'égard de l'Union. Ce phénomène se traduit dans un certain sens par une crise de l'identité européenne qui reste toujours secondaire par rapport à l'identité nationale. Ajoutons que la tendance vers un retour à l'identité nationale reflète et même alimentée par le phénomène existant partout dans l'Union. Donc, le développement de l'égoïsme national qui se manifeste dans certains pays par des paroxysmes véritables de nationalisme, de xénophobie et de racisme. Ces hypothèses, si elles sont justes, démontrent clairement la direction empreinte
pour le futur qui doit être subordonné à l'impératif de construire et de développer des sociétés civiles fortes. Véritable open society dans le sens utilisé par Karl Popper, fondée sur des structures sociales capables de stimuler l'activité et l'engagement dans la vie publique vers le plus grand nombre de personnes. Une autre évolution serait de promouvoir au sein de l'Union une narration qui prouve la force et l'attractivité de l'intégration européenne. La vocation des institutions européennes, pour nous tous, serait de construire une vision convaincante de l'Union qui montre dans quelle mesure la situation personnelle des Européens est aussi déterminée par leur identité et leur statut en tant que citoyens européens. Pour atteindre ce but, il est nécessaire de réformer les mécanismes de démocratie participative et de lier d'une façon plus forte le statut de citoyen avec les droits fondamentaux garantis par l'Union. Maintenant, je vais développer quelques points. Comprendre l'essence même de la solidarité équivaut à saisir l'essence et la destination de l'intégration européenne, l'idée fondatrice de l'Europe après expérience de deux guerres mondiales, fondée sur la volonté de remplacer l'hostilité, nationalisme, rivalité des États européens par une construction tout à fait nouvelle, ayant comme fondement philosophique la solidarité. Dans ce contexte, des questions se posent. Quoi devrions-nous faire pour raviver le sentiment pro-européen? Comment sortir des pièges de nationalisme et de patriotisme spécifique qui commencent à apparaître en particulier en Europe centrale et qui fait barrière à la construction de l'identité européenne? Est-il possible et réel, ou plutôt complètement utopique, le concept d'identité de la double nature, c'est-à-dire une vision de patriotisme européen moderne? Il n'y a sans doute aucune chance de sortir du marasme actuel sans faire de sérieux efforts pour réinventer des liaisons étroites et directes entre le patriotisme, identité nationale, et le patriotisme, l'identité européenne. Cette identification est très importante pour les nations de l'Europe centrale en prenant en compte leurs expériences historiques et politiques. Cependant, l'Europe centrale est obsédée par son narcisse patriotique. Et c'est complexe. L'Europe occidentale est fatiguée des problèmes provoqués par la crise économique, par le déclin de l'idée de l'État-providence, par l'augmentation du scepticisme européen, de désillusions liées au processus de l'intégration européenne. Comment construire dans cette l'Europe déchirée par de nombreuses contradictions et tensions, identité européenne qui doit se confronter à des éléments apparemment complètement hétérogènes? Comment connecter l'idée de la solidarité européenne avec le concept d'identité nationale? Dans la situation actuelle, la vision consacrant une place centrale parmi les instruments de l'intégration à l'idée de double identité nationale européenne, fondée sur véritable solidarité des Européens, semble être un pire fantasme des intellectuels, des élites, complètement détachés de la vie quotidienne et de la mentalité des personnes vivant aujourd'hui en Europe. Je ne crois pas à la justesse de ces jugements pessimistes et partage plutôt l'opinion de Jürgen Habermas, selon laquelle l'idée d'identité à la fois nationale et européenne ne constitue pas une contradiction insolvable et définitive. Certes, à l'égard d'une identité nationale forte et ajoutons répandue largement au sein des sociétés européennes, il est indispensable de joindre imagination et la détermination en présentant la construction européenne comme une méthode spécifique, originale, permettant de sortir des pièges de narcissisme patriotique et de prouver que l'identité nationale pourrait parfaitement coexister avec l'identité européenne. Rappelons que la pluralité des cultures, des courants de pensée, des diverses identités nationales s'empêche
n'empêche pas de pousser en avant le projet européen. Les mécanismes assurant la diversité et un certain équilibre entre ces deux types d'identités sont d'ailleurs déjà inscrits parfaitement dans les traités. Rappelons surtout l'article 4 du traité sur l'Union européenne, qui impose l'obligation de respecter l'identité nationale. Et l'article 52, paragraphe 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne portant sur les traditions constitutionnelles de chaque pays. La coexistence de deux catégories d'identité serait la meilleure voie pour conduire à une véritable solidarité européenne, créant le fondement de l'intégration. Ajoutons que de ce double attachement identité nationale européenne semble découler des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif au statut des citoyens européens qui lie la citoyenneté européenne nationale. Civis Europaea sum. Et là, si la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a beaucoup développé le contenu de la notion de citoyenneté, surtout par l'interprétation large de la notion de travailleurs migrants, la tendance actuelle de nombreux gouvernements des États membres semble être beaucoup moins favorable à l'idée de développer cette notion. Cette fantôme symbolique, par exemple, des plombiers polonais, ici en France, qui a alimenté au moment de l'entrée des pays de l'Europe centrale dans l'Union l'existence d'une menace, n'a pas été complètement combattu et éliminé de la conscience collective des sociétés occidentales. Il revient à présent. Cependant, pour enraciner et approfondir la solidarité, nous devrions surtout nous accepter réciproquement et cesser de voir les ressortissants d'autres États membres comme étant des étrangers. Cette attitude exige le rejet des stéréotypes bien établis dans la mentalité des Européens et la volonté de briser les barrières psychologiques qui se manifestent si souvent aujourd'hui. La solidarité entre les ressortissants européens doit nécessairement supposer l'existence d'un noyau dur commun de droits et de devoirs qui caractérise le statut de chacun de nous dans l'Union, à la condition qu'il soit suffisamment clair, transparent et réel pour tous les citoyens intégrés dans un certain sens par tout le monde. Le progrès dans le domaine de la protection des droits des citoyens qui a fait de l'Union, en particulier après l'adoption du traité de Lisbonne, n'est ni connu ni popularisé. Paradoxalement, même le lien entre l'espace ouvert de Schengen et l'Union n'est pas très bien connu en tant que le fruit de mécanismes d'intégration. Aujourd'hui, nous avons besoin, dans ce domaine, de donner une impulsion plus forte et plus claire pour rétablir l'enthousiasme perdu que les Européens avaient autrefois manifesté en faveur de l'idée de l'intégration. L'un des éléments que nous devrions envisager est un rattachement plus fort qu'aujourd'hui au statut des citoyens, avec la protection des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux. Rien d'autre que la liberté et les droits fondamentaux semble être plus prédestiné pour créer la solidarité des valeurs dans l'Union. Le processus vers une construction plus forte de statut citoyen n'a pas été achevé, malgré le fait qu'il y a déjà plusieurs éléments qui sont, surtout grâce à la jurisprudence de la Cour de justice, attribués aux citoyens en tant que composants inaliénables de leur statut. Le lien automatique et abstrait de garantie des droits fondamentaux avec la citoyenneté exigerait, dans la future, une révision profonde de la philosophie des relations entre les États membres de l'Union et le partage différent de compétences entre l'Union et des États membres. La construction d'identité européenne forte et convaincante impose l'obligation d'une éducation, d'une narration historique adéquate. L'effort doit donc être mis sur l'éducation dans le domaine de la culture et de l'histoire. Il faut certainement, d'une part, inverser la tendance qui, jusqu'à présent, se manifeste dans certains pays de l'Europe centrale par une narration historique qui met l'accent sur le martyre et la victimisation de ces nations au cours de la longue histoire de l'Europe, sans présenter en même temps
des liaisons historiques avec le reste de l'Europe et sans présenter les énormes progrès accomplis pendant les derniers 30 ans. Les Européens appartenant à cette mauvaise partie de l'Europe, et surtout ceux qui ont une conscience historique suffisamment développée, doivent sans cesse entreprendre aujourd'hui des efforts énormes pour convaincre que l'héritage culturel de l'Europe centrale mérite aussi de l'attention, que plusieurs phénomènes de l'histoire de cette partie de l'Europe coïncident avec celle de l'Europe occidentale et ont apporté beaucoup au développement de la culture commune et même parfois ont anticipé certaines tendances à l'ouest de l'Europe. Qui sait par exemple que la Pologne, au temps de la nuit de Saint-Barthélemy à Paris, bataille sanglante et cruelle contre les Huguenots, a adopté la déclaration dite la Confédération de Varsovie, fondée sur la tolérance religieuse, et qui a été certainement le premier acte de cette nature en Europe. Qui sait que la première constitution en Europe a été adoptée en Pologne, avant la constitution française de 1792, ou que les Juifs des réfugiés expulsés du royaume Espagne au XIVe siècle ont trouvé une place amicale en Pologne, ayant été invités par le roi polonais. Ce ne sont que quelques exemples. Le degré d'ignorance qui caractérise les Européens de l'Europe centrale et de l'Europe occidentale est énorme. Le premier souffre de complexes et de sentiments sans fin de victimisation, tandis que les seconds sont perdus, ne trouvant pas un langage commun avec leurs frères et sœurs de l'Europe centrale, les traitent souvent avec un sentiment de supériorité ou de mépris, en appliquant à leur regard un ton de didactisme difficilement tolérable. L'absence de compréhension mutuelle liée à l'ignorance de deux côtés de l'Europe rend impossible la construction d'une solidarité et d'une responsabilité commune pour l'Europe du futur. Quelles sont les valeurs communes nécessaires pour reconstruire la solidarité, la compréhension mutuelle? La situation actuelle de crise de l'identité européenne dans la période du temps de la violation des principes de base qui constituent le fondement de l'Europe, a créé en même temps une occasion inédite de prouver l'importance de la solidarité dans l'Union. Le test polonais et hongrois peuvent démontrer clairement si dans quelle mesure l'Europe est déterminée à protéger ses valeurs, à prouver que la solidarité européenne signifie non seulement un juste partage de bénéfices, mais aussi, surtout, co-responsabilité, pour maintenir son héritage fondé sur des valeurs communes. La passivité et l'indifférence ne sont, à long terme, ni raisonnables ni payantes. Pour cette raison, l'Europe a le devoir, à l'égard des sociétés hongroises et polonaises, d'envoyer un message clair sur l'ordre des valeurs, sur les principes européens qui ne peuvent pas être remis en cause afin d'éviter la multiplication des tensions et l'apparition de nouvelles difficultés au sein de l'Union. L'espace du droit de l'Union n'est pas, dans ce sens, divisible. De tolérer l'existence au sein de l'Union de zones plus ou moins subordonnées aux principes de l'état de droit et des zones où ces principes ne sont pas respectés n'est donc ni acceptable ni possible. L'Europe, en ce sens, doit toujours être unifiée, parce que d'autres approches signifieraient que seulement la fin de la solidarité européenne, mais aussi l'enfondrement de l'idée de l'intégration en tant que telle. Les valeurs européennes constituent l'Europe politique, donc un espace qui existe grâce à son héritage historique et culturel, en étant une unité plus importante qu'un espace purement économique. La solidarité de l'Europe doit se manifester nécessairement par le maintien de valeurs constitutives de l'Union inscrites à l'article 2 du traité de l'Union européenne cité aujourd'hui, y compris et surtout le principe de l'état de droit. Cet effort s'impose même en tant que condition absolue,
permettant de préserver l'idée de l'intégration européenne. Ajoutons que l'Union dispose d'un large spectre des instruments juridiques qui pourraient être utiles à appliquer pour défendre son espace de liberté, les droits fondamentaux, le principe de l'état de droit. L'obligation d'agir en faveur des valeurs européennes découle de la logique des traités eux-mêmes et surtout de l'article 2 du traité. Dire que cette disposition du traité ne présente qu'une importance formelle et symbolique qui n'autorise pas la mise en œuvre des moyens nécessaires pour prévenir l'enfondrement de l'espace de liberté et de justice serait nier tout simplement la vocation principale de l'Union, sa solidarité, en particulier son devoir à l'égard des citoyens européens. La solidarité européenne contemporaine doit donc s'exprimer par une co-responsabilité réciproque dans l'espace commun de la démocratie et de l'état de droit. Pourrions-nous imaginer un meilleur moment que la situation actuelle en Europe, manifestant tellement de dérives de la démocratie et de l'état de droit dans certains États membres, afin de prouver que la solidarité, comprise surtout en tant que co-responsabilité à l'égard des autres, doit s'exprimer par la détermination et le combat en faveur de ces valeurs. Ce serait certainement en même temps un message crucial pour ces sociétés qui attendent véritables gestes de solidarité européenne. Merci pour l'attention. Merci beaucoup pour ce bel exposé qui nous met au cœur à la fois des plaies et des espérances de l'Union européenne, des malentendus aussi nombreux qui parcourent son histoire récente. Je vous propose peut-être de passer directement à l'exposé du professeur Mückenberger, ce qui nous permettra d'avoir ensuite une discussion globale sur les deux exposés. Et Ulrich Mückenberger a été professeur de droit social et de sciences politiques à l'Université de Hambourg. Il est aujourd'hui directeur de recherche à l'Université de Brême. Et il a été professeur invité à la British Academy et à l'Institut universitaire européen, où nous nous sommes connus. Il a publié de nombreux articles sur l'Europe sociale. C'est aussi un très bon connaisseur de la situation italienne et bien sûr française. Un grand lecteur d'Habermas, je vois que c'est un point commun avec vous. Et donc, Ulrich, merci d'avoir accepté de venir. Merci à vous tous d'ailleurs d'accepter de travailler encore en français. C'est encore possible entre Européens de se parler une autre langue que celle du Brexit.